et je vais donc évoquer les principaux chantiers réglementaires et répondre peut-être de ce fait-là aux questions. Je ne vais pas répondre sur le fond technique des différents dossiers, mais par contre, je vais répondre un peu plus sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est encore objectivement la marge de manœuvre et qu'est-ce que vous pouvez faire en la matière. Première chose, le calendrier. Je vous montre ici un calendrier qui est un calendrier prévisionnel à l'exclusion de l'union des marchés de capitaux que je vais aborder dans un deuxième temps. Le premier élément, c'était les différents sujets qui vont être, je dirais, d'application ou qui sont quasiment définitifs d'ici à 2018. En décembre, je ne vais pas parler avant, mais en décembre, nous avons le texte qui est effectivement d'application à partir de décembre 2015, qui est le règlement LTIF, le règlement qui est sur les fonds européens d'investissement de long terme, qui vise donc à acheminer l'épargne européenne vers des investissements européens de long terme. Et bien ce texte-là sera donc, je dirais, d'application à partir de décembre 2015. Vous saviez qu'il y avait encore un certain nombre d'éléments qui étaient de clarification de la possibilité pour les assureurs de faire modifier les règles de solvabilité 2. Bon, les esquisses ont été introduites dans les textes, ça reste, enfin, ont été en tout cas annoncées, mais n'ont pas encore été précisées. Donc le règlement LTIF, à ce stade, il est comme il a été adopté au mois d'avril de l'année 2015, et effectivement, comment il est, je dirais, il fonctionne. Ensuite, on a, à partir de janvier, on aura le texte qui est un autre règlement, qui est celui qui est d'application en janvier 2016, et ce texte-là, c'est le règlement sur les opérations de financement sur titre, et qui effectivement est issu des travaux relatifs à la finance parallèle, le shadow banking, comme on l'évoque. En fait, c'est un texte qui vise à réduire les risques qui sont associés aux opérations de cession temporaire des titres, comme la mise en pension et le prêt-emprunt titre. Et donc ce texte-là arrivera donc en application à partir de janvier 2016. Si vous additionnez le texte FSTR plus EMIR plus éventuellement MIF 2, en fait vous avez couvert l'ensemble de tous les instruments financiers. Sur MIF 2, donc je laisse le sujet est effectivement en suspens, comme l'a très bien décrit Simon Janin. Le problème qui va se poser, ça va être de savoir si oui ou non la Commission obtiendra l'accord du Parlement et du Conseil des ministres sur le report d'un an de l'application probablement intégrale du texte, puisque c'est la position de la majorité des États tels qu'ils l'ont exprimé. C'est pas décidé, mais enfin, formellement, la Commission doit déposer son texte en janvier pour pouvoir reporter d'un an, donc de janvier 2017 à janvier 2018, et l'application 2018. Le texte, au mois de mars, nous aurons l'application du texte OPCVM5. Le texte OPCVM5, qui est donc un texte essentiellement lié à l'asset management, lui, ce texte-là ne pose pas à ce stade, enfin à ma connaissance, beaucoup de problèmes techniques, puisque sur les actes délégués, ils ont été pour l'essentiel approuvés avec un relatif consensus. Je rappelle qu'au PCVM5 a essentiellement trois fonctions. Introduire dans le monde de l'asset management les dispositions sur la rémunération, la cohérence sur la post-exécution avec la directive AIFM sur les OPCVM, et puis des règles spécifiques complémentaires de sécurité. Bon, ce texte-là, donc il arrive en mise en place en mars, et donc effectivement, en mars 2016, le sujet est sur la table. Octobre 2016, on aura la mise en place du texte EMIR, pour lequel, encore actuellement, il y a des textes en discussion
des actes délégués qui sont en discussion et qui ne sont pas terminés. Je pense que l'année 2016 aura effectivement un certain nombre de débats qui continueront sur le sujet, et en particulier sur les questions des chambres de compensation. Là, on aura un certain nombre de choses. Enfin, on aura un dernier texte d'application, c'est le texte PRIPS. Le texte PRIPS, je vous rappelle de quoi il s'agit. C'est en fait l'ambition d'avoir un document un document standardisé qui donne aux investisseurs de détail un accès standardisé en termes d'information à l'ensemble des investissements l'ensemble des instruments financiers. Au départ, c'était la transposition dans d'autres secteurs de ce fameux KID qu'on avait lancé dans le cadre de l'asset management. Et comme vous le savez, une partie du débat actuellement dans les détails, c'est le niveau exact d'informations qui sera délivrée. On a en particulier tout un débat sur faut-il laisser ou non le track record. Pour l'instant, l'idée c'est que ça ne soit pas présent dedans. Et donc là, depuis 2 mois, il y a le débat a rebondi essentiellement parce que effectivement un certain nombre d'associations de consommateurs ont eu le sentiment qu'on s'éloignait très largement de l'idée initiale qui avait été développée. Mais n'empêche que l'objectif c'est quand même de transposer pour 2016, et ça veut dire que d'un point de vue opérationnel pour les entreprises concernées, il y a quand même un travail important de reporting qui doit être envisagé dans ce cadre-là. Alors, benchmark, effectivement, les indices, on a évoqué le sujet dans la première partie. Là, le texte benchmark sur les indices devrait être d'application à partir de 2017. C'est clair que si on reporte MIF 2 d'un an, comme le disait Simon Jeunet, je suis assez d'accord avec lui, la question peut se poser de savoir si c'est un sens de garder benchmark à l'horizon de 2017, ne faut-il pas éventuellement le reporter dans ce cadre. Et enfin, il y a d'autres sujets qui sont d'actualité. Je vais revenir un peu plus, je vais revenir aussi, je ne vais pas aller aussi loin que 2018, mais il y a un sujet qui est d'actualité, qui est la taxe sur la transaction financière. Alors là, le sujet, ce transparent, il date d'il y a 2 mois. J'ai marqué enlisement ou accord. Et en fait, le sujet, il est... c'est les deux à la fois en général. Parce que si vous étiez la semaine passée en négociation, vous avez pu constater que, comme dans le passé, il y a des acteurs qui sont extrêmement favorables pour faire avancer ce texte. C'est le cas notamment du gouvernement français. Et puis vous avez en face de vous un certain nombre d'États membres qui, eux, considèrent que, à part une position de principe, on ne peut pas d'accord sur le périmètre, on ne peut pas d'accord sur les taux, on ne peut pas d'accord sur plein de choses. La discussion, effectivement, elle a abouti il y a 48 heures à ce que le texte soit reporté de 6 mois et uniquement qu'on ait un texte qui actuellement est au niveau des principes, et il n'y a pas encore de disposition très précise d'un point de vue opérationnel. Inutile de dire que sur ce sujet-là, la place financière de Paris, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs comme l'AMF et autres autorités, ont dit tout le bien qu'elles pensaient de ce dispositif qui est un véritable danger pour l'avenir des transactions négociées au départ de Paris. Et ça, c'est un exemple aussi quand même où on peut se retrouver avec, je dirais, une autorité publique, en l'occurrence le Trésor, qui défend la position que son gouvernement souhaite faire passer, et puis les différents acteurs qui, eux, ont une vision complètement différente. Donc, effectivement, dans ce genre de débat, la position de l'industrie, la position des acteurs, même publiant des communautés communs, c'est important, et c'est des éléments qui sont, je dirais, à prendre en considération, même s'ils sont en désaccord les uns avec les autres. Il reste, alors, il y a un certain nombre de dossiers qui concernent par exemple les
les assurances. Hein. On a une directive IORP qui est sur la table, qui est en phase finale. On est effectivement dans ce cadre-là à un niveau, disons, de capacité de modifier un certain nombre d'éléments, certes, et on reste quand même dans un texte qui est relativement, je dirais, disponible. Ce n'est pas du tout le cas de Solvency 2, où en fait, là, on est sur un texte de directive qui, lui, est définitif. Les seules évolutions qui ont été évoquées par Lord Hill, c'est de modifier dans Solvabilité 2, non pas dans le texte lui-même, mais dans les dispositions des critères qui sont liés avec la régulation LTIF, la capacité à pouvoir améliorer l'usage de LTIF par les acteurs de l'assurance. C'est à ce stade-là que se trouve le débat actuellement. C'est un débat qui est relativement modeste, c'est un débat qui a juste été annoncé, et ça va me permettre de faire la transition avec CMU, mais on n'est pas, au-delà des textes préliminaires, il n'y a rien qui a été adopté de manière précise en la matière. Alors, les grosses initiatives actuellement de la Commission européenne en 2015, il y en a deux, et je pense qu'il est important de les rementionner. De dire combien elles ont été tout à fait illustratives des propos tels qu'elles ont pu se développer. Le premier, c'est effectivement l'ambition d'un marché des capitaux, une union des marchés des capitaux européenne qui soit la plus ambitieuse possible. Donc c'est un projet et c'est une ambition transversale. C'est un texte qui a fait l'objet d'un livre vert au premier semestre 2015. Il s'est traduit par près de 1800 réponses, dont 600 acteurs qui ont répondu à ces différents textes. 600 acteurs, c'est beaucoup et c'est peu. Parce que si vous regardez MIFID ou IFM, eh bien effectivement, le nombre de réponses était nettement plus élevé. Il n'empêche que c'est un texte qui effectivement était suffisamment structurant, puisqu'il visait à développer un certain nombre de sujets, et sur lesquels je vais venir un peu plus en détail maintenant. Il y a 7 points, hein, financer l'innovation, les startups et les sociétés non cotées, faire en sorte que les entreprises puissent plus facilement entrer en bourse, investir sur le long terme, lancer un appel à contribution sur les effets cumulés des réformes financières, ça on reviendra un petit peu, favoriser l'investissement institutionnel et exploiter les capacités des banques à soutenir l'ensemble de l'économie, et enfin faciliter l'investissement transfrontalier. C'est un énorme plan d'action. Si vous regardez le détail du plan d'action, eh bien, il y a toute une série de sujets qui sont évoqués, avec des trimestres qui sont envisagés. Mais au-delà de quelques textes immédiatement identifiés, comme le texte sur la titrisation et, il y a une quinzaine de jours, la publication du premier projet de révision de la directive prospectus, qui, entre parenthèses, cette fois-ci, la directive prospectus se transforme en règlement, encore une fois. Hein, on n'aura pas une directive prospectus 3, on va en règlement. Il est important de garder à l'esprit que donc, les autres textes, ce sont des textes qui vont être... il y a beaucoup, je dirais, de coordination, de rappel des expériences des pays nationaux, et une volonté d'éviter de se lancer dans des textes extrêmement complets en termes de dimension législative. Par exemple, de pratiques, étoffer des retours d'informations, voir comment est-ce qu'on peut améliorer les dispositifs, etc. Ça, vous allez voir plusieurs fois dans le texte tel que le développe le plan d'action. Alors, au premier trimestre 2016, vous avez effectivement un rapport sur le financement participatif qui va sortir. Il y aura une proposition au deuxième trimestre 2016 sur les fonds pan-européens de capital risque. Vous aurez la révision de la directive sur le capital risque au troisième trimestre 2016. Au quatrième trimestre, il y aura une approche coordonnée de l'octroi des prêts par des fonds et évaluer l'opportunité d'un futur cadre réglementaire. Donc vous voyez, c'est quand même très hypothétique. Si vous regardez du côté du sujet soutenir
investissement en fonds propres. Là, effectivement, il y a la proposition de la directive prospectus, je viens de vous l'évoquer, elle est sortie il y a quelques jours. Vous aurez une réflexion sur les biais fiscaux en faveur des dettes au 4e trimestre 2016. Sur investir pour le long terme, j'ai déjà parlé de LTIF, donc je ne vais plus vous en reparler. Consultation sur les principales entraves à la distribution transfrontalière des fonds d'investissement. 2e trimestre 2016. Pourquoi est-ce qu'ils la mettent à ce moment-là? Tout simplement parce qu'ils viennent de sortir, il y a quelques jours, la proposition de livre vert sur les instruments financiers pour les investisseurs individuels. Et donc ça va être effectivement un sujet qui va déboucher sur un texte à l'horizon du 2e trimestre 2016. La mise en place d'un plan européen de retraite individuelle, c'est un sujet qui est également évoqué pour le 4e trimestre 2016. Je signale juste que ce sujet intéresse tout particulièrement la France, puisque dans son texte Nouvelle opportunité économique, le ministre Macron envisage de reprendre de manière anticipée sur ce sujet-là une problématique de type européen, de type français, pour intégrer un dispositif européen en la matière. J'ai évoqué le livre vert sur les services financiers et les assurances de détail. Effectivement, ce sujet-là, ça mérite qu'on y travaille parce que la consultation a lieu en janvier-février. S'il y a bien un texte assez ouvert sur lequel il est intéressant de commenter quand on est en responsable, on est intéressé par les problèmes de distribution des produits financiers, c'est effectivement dans ce cadre-là qu'il faut le faire. Et enfin, on a effectivement un certain nombre d'autres textes qui ont été évoqués. On a le texte sur la titrisation, où on est dans le cadre d'une discussion actuellement des propositions qui sont envisagées par la Commission. Et le texte, l'idée c'est de réviser les calibrages sur les exigences de fonds propres pour les banques d'un côté, et puis de l'autre, de faire des propositions de titrisation simple, transparente et standardisée, pour reprendre les thèmes de la Commission en la matière. Donc, vous voyez, on a quand même, si je regarde l'ensemble, alors je peux continuer, je peux regarder un peu d'autres textes, etc. Mais, si j'ajoute en plus la directive sur les droits d'actionnaire, le règlement européen sur les fonds monétaires, la transition digitale, on a encore beaucoup de textes en discussion, il y a beaucoup de matières. Ça touche à la fois la finance en général et puis certains secteurs de finance en particulier pour lesquels il y a des besoins plus spécifiques. Donc ceux qui pensaient qu'avec la nouvelle mandature de Juncker, l'avalanche réglementaire allait s'arrêter, naïvement, ils ont déchanté parce que je peux vous assurer que le flot il va continuer et je ne vois pas pourquoi il serait différent pour deux raisons. Au-delà des besoins d'actualité qui pourraient surgir, et qui vont certainement surgir, il ne faut pas douter. Il y a un deuxième élément structurel qu'il faut que je rappelle et que je se garde bien de dire, c'est que la plupart des directives et régulations qui ont été adoptées au cours des dernières années ont toute une clause de revoyure. Une clause qui prévoit, une clause de révision, une clause qui prévoit que 2 ans et demi après leur adoption, il faut mettre sur la table le principe de la révision. Et ça, c'est du pain béni pour les collaborateurs des institutions européennes et puis pour ceux qui doivent conseiller effectivement leurs clients en la matière. Parce que effectivement, ce sujet, ça veut dire qu'on va devoir revenir sur plein de textes sur